Sylvain Grisot est urbaniste, conférencier, podcasteur et auteur de 3 ouvrages à ce jour. Le dernier, Redirection urbaine, aux éditions Apogée, a pour thème la ville et l'urbanisme de demain. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Sylvain Grisot est notre invité aujourd'hui pour évoquer ces sujets passionnants de la ville de demain et des enjeux d'aujourd'hui. Dans son livre, Redirection urbaine, enquête dans la fabrique des territoires résilients, Sylvain Grisot évoque les crises qui s'enchaînent. Il nous explique comment ces crises affectent notre capacité à concevoir des villes durables. En fait, si on regarde les crises qu'on vit, on les a toutes en tête. La crise climatique, mais il y a aussi une crise de la biodiversité et puis une crise des ressources dont on parle pas beaucoup. Au cœur de tout ça, on a une forme de responsabilité de la ville et de sa fabrique. Et on a du mal à saisir en fait de l'ampleur de l'ampleur de ces responsabilités. Mais quand on reprend par exemple la crise de la biodiversité dans nos pays, une des causes majeures est à la fois l'étalement urbain et l'extension des infrastructures qui viennent atteindre les milieux ou les fragmenter. Donc impact majeur de ça, la façon dont on conçoit finalement nos territoires. Si on prend la crise climatique, on en a tous compris la cause, nos émissions de carbone. Et en fait, sur le budget moyen d'un ménage français, on a près de la moitié des émissions carbone qui sont associées à la construction, qui sont associées au fonctionnement des bâtiments, mais aussi aux mobilités du quotidien qui sont dictées par la forme de la ville. Et puis, sur la dernière des crises, qui est celle dont on parle le moins, celle des ressources, en fait, la fabrique de la ville, c'est-à-dire le bâtiment et les travaux publics, c'est le premier consommateur de ressources minérales. Donc, une fois de plus, une très forte responsabilité des acteurs de la fabrique de la ville, ce qui veut dire aussi qu'on a entre nos mains l'essentiel des solutions. Alors, les professionnels des fabriques de la ville, justement, on a l'impression quand même qu'ils ont pris conscience de tout cela, mais vous indiquez qu'il n'y a vraiment plus de temps à perdre pour rêver à la ville du futur. Quelles actions concrètes vous préconisez pour engager cette redirection des villes dès aujourd'hui, justement ? Alors, on a tous conscience de l'urgence à faire, de l'urgence plus exactement à changer de modèle. Après, on voit bien qu'on a du mal à le faire. Entre la conscience et le passage à l'acte, c'est pas complètement évident. On a à la fois un problème et une grande chance sur cette question de la ville. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on est à la tête d'un paquebot qui est extrêmement vaste, extrêmement lourd, et lui faire prendre un virage, ça prend du temps. Je répète souvent qu'on a déjà construit au moins 80% de la ville de 2050. Ça veut dire que les constructeurs de bagnoles peuvent encore s'amuser avec des SUV électriques de 2 tonnes pendant 1 à 2 générations de véhicules d'ici 2050. Nous, on a déjà pratiquement fini la ville de 2050. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Et puis, la chance qu'on a, quoi qu'il en soit à côté, c'est qu'en fait, on sait ce qu'il faut faire. On a d'ores et déjà prototypé, testé, expérimenté. Donc, on a les solutions pour faire, ce que j'appelle, moi, les grands chantiers de l'adaptation. La question aujourd'hui, c'est comment on s'y met, comment on s'organise pour faire et pour accélérer les processus. Donc, on n'est plus au moment de la recherche de solutions en laboratoire. On sort du laboratoire, maintenant, il faut passer à l'échelle. Quand vous dites la ville de 2050, elle existe déjà, vous n'êtes pas le premier à dire ça, à ce micro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on manque de logements, c'est ce que tout le monde dit, mais qu'en fait, finalement, on en a suffisamment pour 2050 ? Non, pas du tout. Ça veut dire que il faut construire encore à certains endroits, parfois, pour répondre à certains besoins. Ça veut dire qu'il y a des alternatives, et dans mes 3 bouquins, je reviens essentiellement sur ces questions-là, sur ces alternatives à la fois à l'étalement urbain, à la construction neuve, mais pas pour dire qu'il faut pas construire, parce que de toute manière, construire prend des formes extrêmement différentes. C'est un bâtiment neuf, mais c'est une extension d'un bâtiment, c'est la réhabilitation lourde, etc., etc. L'acte de construire a beaucoup de facettes, mais on l'a résumé ces 50 dernières années finalement au fait de faire des grandes opérations, essentiellement en étalement urbain, donc sur des terrains agricoles, pour construire des bâtiments neufs. Non, il faut construire. Il y a plein de besoins aujourd'hui auxquels on ne répond pas, que ce soit sur le logement, mais aussi sur d'autres choses, sur l'activité productive, qui nécessitent de construire à certains endroits, même si il peut y avoir des alternatives. Mais il faut faire bien, il faut faire au bon moment. La réponse n'est pas nécessairement dans le bâtiment neuf. Il y a beaucoup d'alternatives qui sont possibles, notamment dans l'enveloppe existante. Et de toute manière, on a un enjeu d'adaptation globale de la ville telle qu'elle est. C'est-à-dire les 80% déjà construits sont pas raccords avec le climat de 2050. Donc on a de toute façon un chantier massif d'adaptation du bâti et des espaces publics. Donc, il faut construire même massivement, mais plus la même chose.
Pour écrire son livre « Redirection urbaine, enquête dans la fabrique des territoires résilients », Sylvain Grisot a énormément voyagé à travers la planète. Il nous parle des rencontres qu'il a effectuées dans ses voyages. Quelles sont celles qui l'ont le plus marqué et influencé dans sa vision de la redirection urbaine ? Sylvain Grisot. En fait, et pour revenir un peu sur la discussion, la description que vous faisiez au début, c'est vrai qu'il y a une forme de façade publique dans notre activité, parce que Dixit.net, en effet, c'est un site, un podcast, c'est ces bouquins-là, etc. Mais en fait, ça, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait. C'est la face visible de l'iceberg. Nous, notre job, c'est du conseil, c'est des projets urbains. On est avant tout des praticiens qui prennent le temps à la fois de parcourir la France, l'Europe, à la rencontre d'autres praticiens, et puis qui prennent le temps aussi, dans une forme de plaidoyer, de rendre public ce qui marche pas aussi, et puis aussi de prendre le temps de dialoguer avec les acteurs publics, notamment dans ces logiques de plaidoyer là. Donc ces rencontres, elles sont vraiment multiples, mais moi, quelque part, ce qui me touche le plus, ce qui me forme le plus, c'est quand on est au contact, quand on travaille en direct, quand on accompagne une collectivité. Voilà, je peux prendre un exemple des missions qu'on a pu mener ces dernières années et qui ont donc nourri la réflexion parce que ça permet de voir des gens et du terrain. C'est notamment tout le travail mené dans 7 villes moyennes dans le cadre d'un dispositif ministériel là, qui s'appelle Territoire pilote de sobriété foncière, sur lequel on a travaillé concrètement dans 7 territoires avec des équipes d'ingénierie, des équipes de conception urbaine dans chacun de ces territoires-là sur des alternatives à l'étalement urbain. Finalement, c'est OK, très bien, la sobriété foncière, c'est un bon principe, mais concrètement, comment on fait ? Bon, ben voilà. Là, on s'y coltine sur le réel, sur les difficultés en termes d'ingénierie, de financement, de recherche de foncier alternatif, mais surtout et avant tout, de prise de conscience et de changement culturel collectif. On s'aperçoit que bien souvent, les vraies difficultés sont plus associées à la question du changement que finalement aux questions d'outils, aux questions réglementaires, aux questions financières. Vous évoquez justement dans Redirection urbaine 6 grands chantiers que vous identifiez. Quels sont-ils et pourquoi ils sont essentiels pour l'adaptation de nos villes ? En fait, ils couvrent à la fois différentes facettes de la ville de façon très, très, très simple, mais aussi différentes typologies d'acteurs. C'est quelque part, il y a un job pour chacun là-dedans, et c'est une façon aussi de retourner la question aux acteurs de la fabrique de la ville, public, privé, élus ou autres, en disant, bon, et vous attaquez sur quel chantier, sur lequel on peut vous attendre, etc. Le premier, il est connu, celui de la canopée. Et en fait, ils sont tous connus. La canopée, c'est le fait que, à la fois, pour des objectifs de résilience aux canicules, mais aussi aux inondations par ruissellement, on a besoin de désimperméabiliser nos sols, de les réactiver, de planter massivement une nouvelle canopée. Des arbres, donc. Des arbres, mais pour que ça fasse canopée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. Tellement d'arbres que ce sera plus un scandale d'en couper un. Alors que là, aujourd'hui, on voit bien qu'on s'accroche au sujet, à l'individu arbre, alors que on en a besoin de beaucoup, beaucoup plus. Et c'est un bon exemple à la fois du fait qu'on sait faire et du fait qu'on n'est pas à l'échelle. Il faut considérer que c'est vraiment une nouvelle infrastructure à déployer sur l'ensemble de nos communes. Alors les métropoles, Paris évidemment, mais pas que, y compris au cœur du village, de façon à acquérir cette nouvelle résilience. C'est un nouveau modèle en fait qui existe déjà dans certains pays, mais qu'on n'a pas vraiment en France. Non, ça n'a rien de nouveau en fait. On le sait très bien qu'on a des outils de régulation climatique qui sont associés au fait d'avoir des sols perméables et au fait d'avoir la présence d'arbres. La vraie difficulté, c'est pas de refaire des nouveaux quartiers, même si il serait bien que chacune des opérations en neuf soit à la hauteur de ces ambitions-là, et pas un arbre décoratif ou symbolique. Où c'est toujours bien de mettre un nom d'arbre dans le nom d'une opération. La question, c'est d'en mettre des vrais, quoi. Oui. Si on coupe la forêt pour faire le lotissement des pins, si vous voulez, voilà. Et c'est quand même la pratique qu'on a eue ces 50 dernières années, mais surtout de se préoccuper de tout ce qui est déjà construit. Et c'est bien la question de l'espace public du quotidien, mais aussi des espaces privés du quotidien. La cour de la copropriété, etc. C'est plein de micro-opérations à mener, et c'est beaucoup plus facile, évidemment, d'être ambitieux sur une opération neuve, dans lequel on change tout quelque part, que d'arriver à mettre en place des dispositifs en capacité de toucher tous ces espaces du quotidien.
Vous avez évoqué les différents acteurs du secteur, les urbanistes, les architectes, les citoyens, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde a conscience de véritablement de ce que peut être la ville de demain, de comment on se l'attribue et comment, parce qu'il y a beaucoup de mots, est-ce qu'il y a beaucoup d'actes aussi qui sont en cours d'ores et déjà, puisque vous parlez quand même d'urgence? Je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui qu'il y a un problème, et c'est quand même important. Et moi, je vois bien. J'ai écrit mon premier bouquin en début 2020. Enfin, 3 mois. Il est sorti 3 mois avant la pandémie. Et déjà, la réception qu'il avait eue témoignait du fait que les gens sentaient quelque chose. Donc avant la pandémie. Donc oui, on a une diffusion de la prise de conscience, mais on est aujourd'hui sur des formes de dissonance cognitive qui touchent tous les professionnels. Tous les élus aussi, une forme de vertige entre le fait de sentir qu'il y a un truc qui va pas et quelque part d'être encore dans l'emballement, dans une forme de continuité de pratique telles qu'on pouvait les avoir. Il y a aussi une difficulté à changer et des méthodes à trouver, parce que l'idée, c'est certainement pas de faire le grand soir, c'est d'avancer progressivement aussi dans des changements de pratique, d'accélérer tout ça, mais ça demande aussi de tester, de s'organiser, de se former, etc. On a toute une génération là qui à la fois se pose des questions et doit avancer. Et puis c'est long de faire la ville, et il faut l'accepter. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'on prenne vraiment ce temps-là d'amorcer un vrai virage, plutôt que de faire semblant d'aller vite et puis de faire du greenwashing en plantant 2 arbres sur la place de la mairie. Construire la ville, c'est long, mais régler les problèmes liés au changement climatique demande que l'on accélère les processus. Sylvain Grisot souhaite que l'on prenne son temps, que l'on ne se précipite pas, mais comment concilier les 2 aspects de la situation? Ça veut dire qu'on arrête de faire des projets exemplaires. Qu'est-ce que vous appelez projet exemplaire, par exemple? C'est le projet dont on parle, si vous voulez. C'est le projet sur lequel on va mettre plein d'arbres, c'est le projet sur lequel on va mettre plein de biosourcés, etc., etc. Mais chaque projet, chaque moment de transformation, chaque acte d'entretien de la voirie, le moment où on change l'enrobé, etc., doit devenir une occasion d'améliorer les choses, d'expérimenter une nouvelle voie, etc., etc. Donc ça veut dire que la question est moins d'expérimenter encore des façons radicalement différentes de faire la ville, mais le besoin, c'est comment est-ce qu'on injecte finalement dans tout le quotidien de la fabrique de la ville des pratiques qui vont dans le bon sens. Avec, des formes de radicalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de canopée, on a besoin de place. On a besoin de place pour avoir des sols perméables et plantés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout acte d'entretien de la rue devant chez vous doit nécessiter de questionner vraiment la place, par exemple, que prend la voiture pour le stationnement. Parce que la place, on n'en a pas, donc il faudra bien en trouver. Et finalement, d'avoir des formes d'actes assez radicaux de façon avancée, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Et puis les arbres qu'on aura en 2050, ils commenceront à peine à faire de l'ombre si on les plante aujourd'hui. C'est une question de transformation des pratiques, c'est une question d'accompagnement au changement. Donc je parle de marche, à la fois la question de la prise de conscience, je pense qu'on l'a à peu près collectivement avancé. Il y a la question derrière de l'envie, du passage à l'acte, donner envie d'eux. Et finalement, la ville qu'on est obligé de construire pour 2050, pour encaisser les coûts, pour s'être décarboné, c'est quoi? C'est une ville de la proximité, une ville où on a moins de voitures dans la rue, c'est une ville où on a beaucoup plus de végétal, où on a travaillé avec des matériaux biosourcés, où on s'appuie sur le patrimoine existant plutôt que de démolir pour reconstruire, etc. Finalement, elle n'est pas dégueu. C'est une ville qui donne envie aujourd'hui, en fait. Donc, comment on fait ce travail-là? Et c'est pas embobiner les gens, c'est pas une mise en récit, un storytelling ou un machin. Non, c'est dire vraiment, oui, il faut changer. Mais en fait, c'est un changement qui est sympathique, qui donne envie. Donc, on y va et après, on rentre dans la pratique. Et c'est ça, la redirection. C'est-à-dire comment on rentre dans les organisations, comment on accompagne des élus, mais aussi des patrons de boîtes. Moi, c'est mon job aujourd'hui, pour penser leur savoir-faire, penser aussi leurs expositions aux nouveaux risques, les transformations nécessaires. Finalement, le moment où on a essayé pendant longtemps de moins faire mal à la planète, et on a fait pas mal d'efforts dans la profession, mais là, la planète tape au carreau et dit non, mais là par contre, c'est quel retour va nous faire la planète? Et on sent bien aujourd'hui qu'il y a une forme de confusion avec pas mal d'acteurs qui pensent qu'on vit une crise immobilière et que ça va s'arrêter d'une façon ou d'une autre, qu'on va revenir à la normale. Et c'est une vraie erreur. Il n'y aura pas de retour à la normale. Là, je fais pas un pronostic. C'est-à-dire quand on rentre dans les comités exécutifs, quand on parle aux dirigeants, quand on est avec les élus locaux, ils sont extrêmement clairs. On est à un moment de transformation important. On ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Par contre, on ne reviendra pas à la normale.
Donc la question, c'est comment on mène de façon très opérationnelle la redirection des organisations qui font la ville. Et ça, c'est un job à la fois de prospective pour les organisations, mais surtout de dialogue interne, de façon à imaginer des repositionnements, à imaginer des réorganisations, former les uns et les autres, etc., etc. C'est un travail extrêmement concret sur lequel c'est à peu près tout, sauf prenez le grand soir sur une scène de théâtre, si vous voulez. Alors pour terminer, cette ville, on la situe plutôt, cette ville idéale, enfin de demain en tout cas, que l'on aimerait idéale en 2050, mais est-ce que dès 2030, il peut y avoir des modifications selon vous? Il peut y avoir déjà des changements? Est-ce qu'on peut avoir en 2030 une ville qui va vers ça en fait? Je pense que les transformations, elles sont en train d'avoir lieu. Réellement, alors évidemment, on a des symboles comme la place du végétal dans la ville, etc., etc. Mais entre une prise de conscience des professionnels et un ras-le-bol de pas mal de citoyens, voilà. Après, il faut que ça se diffuse, que ça sorte du centre métropolitain, parce que la ville, c'est pas que la métropole. C'est certainement pas que Paris, mais c'est pas que les métropoles régionales non plus. C'est aussi la ville moyenne, c'est aussi tous les secteurs périurbains, etc., qui ont besoin de ces transformations et qui sont par ailleurs des territoires dans lesquels il y a sans doute, notamment parce qu'il y a de la place, la capacité aussi de transformer de façon extrêmement positive ces territoires-là. Et donc là-dessus, il y a un vrai travail de diffusion, mais on le voit bien quand on se retourne en arrière et qu'on se dit tiens, où est-ce qu'on en était il y a 5 ans? Il y a énormément de choses qui ont évolué. Faut que ça s'accélère évidemment, et à mon sens, et c'est moi la logique de mon engagement, c'est-à-dire les prises de parole certes, mais aussi le travail très concret avec les opérateurs pour que cette crise qui touche l'industrie de l'immobilier et plus globalement la fabrique de la ville devienne une opportunité d'accélération de la transformation. Oui, on est planté, très bien. Quitte à être planté, autant en profiter pour se mettre dans le bon sens. L'analyse de Sylvain Grisot, urbaniste, dont vous retrouvez le travail sur le site internet dixit.net et aussi dans ses 3 ouvrages. Le dernier, je vous le rappelle, s'intitule Redirection urbaine, enquête dans la fabrique des territoires résilients. Il est publié aux éditions Apogée. Merci à Sylvain Grisot et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Le prochain épisode, ce sera dans une semaine. Les grands entretiens, un podcast Imo Week.